Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Voilà, donc l'état des forces actuellement, la CGT qui se radicalise, c'est dans le jeu du syndicat que vous connaissez bien aussi comme homme politique ? Moi je ne suis pas le mieux placé pour porter une appréciation sur la direction du syndicat. Radicaliser tout de suite. Les gens réclament leur part d'un immense magot qui a été absorbé par Total, dont au bout du compte, c'est quand même l'argent des gens qui ont acheté de l'essence et qui l'ont acheté tout d'un coup beaucoup plus cher en raison d'une spéculation mondiale et particulière, Total étant un acteur qui n'est pas insignifiant sur le marché du pétrole mondial. Le syndicat a ses propres orientations, ses décisions, et puis c'est pas ça qui compte. Je dirais d'une certaine manière, ce qui compte, c'est l'adhésion des salariés de l'entreprise, parce que c'est eux qui prennent au bout du compte les décisions et qui en assument les conséquences. J'ai l'impression que la grève est bien suivie et qu'elle est démocratiquement organisée. Donc comme beaucoup de gens, je me sens solidaire nonobstant les difficultés que nous pouvons rencontrer. Et je pense que c'est là le sujet qui, à mon avis, est intéressant, c'est qu'il y a une sorte de convergence qui peut s'opérer entre, d'une part, l'action des salariés, qui évidemment se déroule dans l'entreprise, à l'appel des syndicats, dont c'est la responsabilité, et puis il y a, en dehors des salariés, ce que nous appelons le peuple, c'est-à-dire pas seulement les salariés, mais aussi les retraités, les étudiants, les lycéens, les précaires, les chômeurs. Il y en a pour 6 millions de personnes de chômeurs, et qui eux aussi veulent et doivent participer à l'action. C'est la raison pour laquelle il y a cette marche dimanche, peut-être qu'il y en aura d'autres, avançant en parallèle avec ce que les salariés décident dans leur entreprise. Et on va revenir sur cette convergence des luttes, sur l'activité qui est la vôtre aussi, Jean-Luc Mélenchon, face à cette situation. Michael nous rejoint dans quelques instants au standard de France Bleu au 0810 055 056. Il est chauffeur-livreur, je crois. Mais je voulais que nous réfléchissions, par exemple, avec des citoyens dans la Sarthe, au système D qui est le leur, Jean-Luc Mélenchon. Ils s'arrêtent pour faire le plein dès qu'ils le peuvent. Ces Sartois, peu importe le prix, comme dans cette station du Mans, Bertrand Hochet pour France Bleu Maine, qui est une station plus chère d'ailleurs que la plupart de ses concurrentes. Ici, le gasoil est à plus de 2 € le litre. Dans la file d'attente inhabituellement longue, cet ouvrier du secteur des travaux publics nous montre le voyant orange de sa voiture qui s'allume. Regardez, je suis à sec, malgré le prix. On est obligé de faire pour travailler. Pas vraiment d'autre solution, dit aussi Bruno, qui patiente devant la pompe. Quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, malheureusement. On peut avoir du gasoil moins cher. J'ai fait 4 stations, impossible de trouver du gasoil. Faire des kilomètres pour trouver peut-être une autre station ouverte, proposant peut-être de meilleurs tarifs, Alberto n'y croit pas non plus. Pour ce maçon, ce n'est pas le bon calcul. Je préfère payer 10 centimes de plus ici qu'aller faire 15 minutes de route et puis attendre encore 15 minutes et ainsi de suite, quoi. Enfin, pour moi, c'est pas rentable. Un peu plus loin, sans se poser de questions, Marjorie rejoint la file d'attente au volant de son véhicule utilitaire. L'entreprise qui l'emploie a un contrat avec la station essence. Je sais très bien que moi, j'irai pas ici en tant que particulière pour acheter mon essence. On paye le prix fort, mais pourquoi ? Pour aller au travail ? C'est pas logique. Enfin, de mon sens, c'est pas logique. Cette station accueille au moins 3 fois plus de clients qu'en temps normal, d'après sa gérante. Quant au prix, ce n'est pas moi qui les fixe, se défend-elle. Alors Jean-Luc Mélenchon, à l'écoute de ce reportage, beaucoup de choses. D'abord, la double peine pour ces usagers qui payent l'essence au prix cher. Des prix qui vous interrogent, j'imagine, jusqu'à 2,60 € le litre de gasoil à Marseille ou à Paris, et cela malgré la ristourne du gouvernement. Oui, ça s'appelle la loi du marché. Pour ceux qui admirent cette merveille, c'est ça, ils sont servis. C'est un effet spéculatif, car au plan mondial, le pétrole... bien que je sois pour sortir des énergies carbonées, on va pas en sortir en un claquement de doigts. Le pétrole au niveau mondial est produit en dessous du niveau de ce qui serait nécessaire, car la demande, c'est-à-dire ce dont on a besoin, on le connaît d'avance. Et donc les pays producteurs ont, eux, décidé de produire en dessous du niveau nécessaire pour faire monter les prix. Normalement, on s'attendrait à ce qu'en face, il y ait des mesures de réplique. Il n'y en a pas. La mesure de réplique eût été, par exemple, dès qu'on a su que la situation commençait comme ça, à l'époque, M. Macron était président de l'Union européenne aurait pu fixer un prix plancher en disant, écoutez, c'est pas 1 € de plus qu'on vous paiera. Et en gros, on aurait fait, les nations, les chefs des États, auraient fait le syndicat des consommateurs. Voilà. Ils ne l'ont pas fait, ils ont laissé aller, et M. Macron le premier. Donc, nous avons cette explosion des prix. Maintenant, les gens sont dans une situation, vos reportages sont excellents pour ça. Ils sont captifs.
Non, il ne faut pas dire les choses comme ça, parce que ça, après, on connaît le numéro, l'otage, la prise d'otage, tout ça. Je ne suis pas d'accord avec cette façon de voir. Les grévistes de la centrale ne prennent personne en captivité, et c'est pas eux qui bloquent le pays. Eux, ils bloquent l'entreprise. C'était donc au gouvernement de savoir que le blocage de l'entreprise allait donner le blocage du pays, et donc d'intervenir à temps pour obliger Total à payer. Maintenant, il y a une dernière chose très concrète que je voudrais dire. L'un des députés insoumis, il s'agit de Adrien Clouet, ainsi qu'une série d'autres, je n'ai pas vu la liste complète, ont déposé un amendement pour dire que l'absence au travail pour motif de impossibilité de s'alimenter, de s'approvisionner en essence, serait un motif légitime d'absence. C'est-à-dire les gens qui ne peuvent pas aller au travail parce qu'ils n'ont pas pu avoir d'essence dans leur véhicule, ou parce que c'est à un prix qui rend impossible tout simplement pour eux, comme l'a dit cette dame très bien, le fait de le faire, eh bien ce soit un motif légitime d'absence. Donc, c'est une proposition que déposerait ce député. Absolument, c'est fait. L'amendement est déposé. Il peut donc être voté à tout moment au Parlement, et nous verrons bien à ce moment-là ce que valent les hypocrites qui ne cessent d'essayer de dresser le peuple contre les salariés. Oui, ce qui et à quoi précisément répond, pour faire suite à la question de tout à l'heure que vous posiez, c'est la raison pour laquelle nous, notre rôle comme organisation politique, la NUPES, mais tous ceux qui participent à la marche, parce que je ne voudrais pas qu'on croie que c'est la marche des Insoumis ou même de la NUPES. On va y venir à la marche. Eh bien, nous mobilisons le peuple, c'est-à-dire tous ceux qui sont pas salariés ou salariés connexes ou intermittents et ainsi de suite. Alors, voilà. Le peuple, il est là justement à l'écoute de votre France Bleu, Jean-Luc Mélenchon, alors qu'une station-service sur 3 est encore en pénurie, mais qu'Elisabeth Borne affirme à l'instant voir des signes d'amélioration dans la distribution de carburant. Ça va un tout petit peu mieux, c'est vrai que ça commence à se débloquer du fait de la réquisition de salariés, notamment au dépôt de Total de Mardic, près de Dunkerque. Nous sommes avec Michael, donc, qui est chauffeur-livreur en Ile-de-France, au standard de France Bleu. Bonjour Michael. Bonjour. Alors j'imagine que pour vous le télétravail c'est compliqué. Est-ce qu'il faudra un jour que vous demandiez à votre propre employeur d'être absent parce que vous n'avez plus assez de carburant dans votre réservoir? Est-ce que vous en êtes là ou pas encore, Michael? Non, pas encore, mais ça fait peur, mais j'en suis pas encore là, non, pas du tout encore. Comme on dit, en ce moment, on peut encore quand même trouver du gasoil en ayant 1h30 d'attente ou 2 heures d'attente. Donc on n'est pas encore en guerre ou on n'est pas encore sans rien, mais ça sent pas bon, on est d'accord. Oui, c'est votre quotidien qui vous pousse, cela dit, à vous organiser dans votre profession et dans vos livraisons, Michael? Bah oui, dans le quotidien, du coup, vu qu'on perd du temps à faire des queues, on ne peut pas faire notre travail. Ça veut dire qu'on perd du temps, on perd des clients parce que en fait, on n'a pas d'essence pour rouler, donc voilà. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué, mais vous demandez à tous ces Français comme Michael, dont c'est le métier, d'être solidaires de la CGT aujourd'hui, de ce mouvement solidaire vis-à-vis de la demande de juste rémunération du travail. Jean-Luc Mélenchon, c'est ça? Moi, je crois que, d'abord, je ne demande rien. Je dis qu'il y a une situation. Je ne suis pas syndicaliste, c'est pas ma responsabilité. Donc, c'est pas moi qui organise les grèves. Je les constate et j'essaye de comprendre pourquoi elles ont lieu au lieu de jeter des pierres aux uns et aux autres. Ce discours de solidarité, vous le tenez souvent. Mais évidemment. Et je le tiens dans ce cas-là parce que ce soit ce monsieur qui, dans son camion, travaille dur, pour obtenir sa paye, ou que ce soit n'importe quel autre travailleur, ils viennent tous de se faire prendre dans la poche 10% d'augmentation des prix, c'est-à-dire 10% de salaire de moins, alors qu'ils travaillent autant, et maintenant, en plus, ils travaillent plus, puisqu'il faut faire la file pour avoir de l'essence. Donc, la solidarité, ça consiste à faire que le peuple dise « ça suffit, on veut partager, c'est normal qu'on puisse vivre dignement, puisque on travaille, on s'use au boulot, aux responsabilités, on n'est pas condamné à vivre chichement, pauvrement ou dans la misère. Qu'on m'entende bien, je ne suis pas en train de noircir le tableau, mais est-ce que tout le monde s'est bien rendu compte au gouvernement qu'il y a des milliers et des milliers de jeunes gens qui ont faim, qu'il y a des millions de gens qui ont froid pendant l'hiver? Est-ce qu'ils ont compris ça? Mais quel rapport avec les raffineurs aujourd'hui qui demandent 10%? À votre avis, lequel? Mais, enfin, est-ce que le sort des raffineurs va régler le sort des étudiants, Jean-Luc Mélenchon? Ah, d'accord. Et le vôtre? Non, c'est une question que je pose. Mais c'est pas une question, elle n'existe pas, pardon de vous le dire. Mais ça n'existe pas, la question que vous posez. Chacun mène sa bataille dans l'entreprise où il se trouve par rapport aux profits qui ont été accumulés. Nous parlons évidemment des très grandes entreprises. Enfin, êtes-vous conscient du fait que 5 personnes possèdent autant que 27 millions? Que pendant la pire crise qu'on ait connue, celle du Covid et maintenant, il y a des gens qui continuent à accumuler
une fortune, on se demande ce qu'ils en font. Le propriétaire de cette agence de transport, entreprise de transport, qui a gagné 30 milliards en un an, vous croyez pas qu'il peut un peu partager? Donc ça, c'est l'attaque sur les super profits que nous avons proposé. C'est ça que demandent les gens. Donc, mais si chacun s'enferme dans son petit coin, en disant les autres, je m'en fiche, je m'en occupe pas, c'est pas mon affaire, ce qui des fois est le cas quand on est pris dans une logique de survie, qu'on ne sait que faire. Mais notre rôle à nous est de prendre de la hauteur, d'en donner, à vous comme journaliste, à moi comme responsable politique, en disant, écoutez, nous sommes tous dans la même galère, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler? Ben voilà, bloquons les prix, augmentons les salaires, etc. Ne toucherons pas à la retraite, c'est pas la peine de faire une histoire de plus dans ce pays. Taxons les super profits. Ce sont des choses rationnelles, ce que je vous dis là. Ça veut dire aussi dimanche que Jean-Luc Mélenchon, le discours dans cette actualité, c'est de dire que si les raffineurs n'obtiennent pas d'augmentation des salaires, personne n'en aura dans le pays. C'est aussi ça, dans le jeu du rapport de force, que vous voulez embarquer les Français pour qu'ils comprennent la logique actuelle, par exemple. Non, mais je j'accepte pas, moi j'embarque dans rien du tout. Qui nous embarque, madame? Qui nous embarque? Qui a gagné des milliards en spéculant sur le pétrole? Parce qu'ils n'en ont pas sorti une goutte de plus qu'avant. Parce qu'ils n'ont pas mis une machine de plus. Qui nous embarque dans la pénurie? Total, qui ne veut rien partager. Qui a donné 2 milliards d'avance sur les dividendes à ses actionnaires. Oui. Si vous trouvez que ça c'est normal et qu'on doit tous dire merci patron et on vous bise les mains, eh ben non, c'est pas le peuple français à qui vous parlez. Michael, vous avez une question justement pour Jean-Luc Mélenchon avant d'entendre Raoul et Alain, si je vous écoute, Michael. Oui, ma question pour M. Mélenchon, c'est pourquoi les politiques, ils disent que M. Mélenchon, il attend le chaos de la France pour pouvoir profiter du chaos de la France. Parce que moi, je suis pas politicien, je suis juste chauffeur-livreur, j'écoute la radio et j'entends souvent parler de M. Mélenchon comme quoi il rêve du chaos de la France pour pouvoir s'enrichir ou avoir de la popularité. Et alors, je comprends pas. Je ne suis pas politicien, mais tous les politiciens disent ça de lui. Alors pourquoi il veut aider les gens, mais en fait, tous les politiciens, ils parlent pas comme il parle lui. C'est ça. Michael, en tout cas, je vous remercie parce que vous réagissez notamment à Xavier Bertrand, qui sur cette antenne dans Ma France il y a 2 jours disait Monsieur Mélenchon est un vautour qui veut profiter du chaos. Bon, c'est des mots qui sont totalement excessifs. Profiter de quelle manière? Vous croyez que je vais m'enrichir comme Total? Non, pas du tout, c'est l'inverse, parce que je cotise pour participer à la lutte. Est-ce que je vais en tirer de la notoriété? Vous rigolez, c'est déjà fait. Je n'y ai aucun intérêt personnel. Quant au chaos, que l'on se comprenne bien, le chaos, ce n'est pas moi qui le crée, mais ça les arrange tous de dire « Ah ben aujourd'hui, le problème, c'est les raffineurs ». Non, le problème aujourd'hui, c'est pas les ouvriers de la raffinerie, c'est Total, qui ne veut pas partager. Quant à moi, face au chaos organisé par ce gouvernement et à l'entrée du marché dans tous les domaines, dans l'éducation, dans la santé, etc., je fais des propositions rationnelles pour faire cesser le désordre. Quand vous allez aux urgences et que vous attendez 4 heures ou plus, que vous avez un personnel éreinté, c'est eux qui créent le chaos, pas le personnel, mais ceux qui ont décidé ça. Et celui qui met de l'ordre, c'est moi. Quand je dis qu'il faut embaucher des gens et il faut les mettre au travail dans des conditions décentes. Vous êtes nombreux à vouloir réinstaurer l'ordre dans ce pays pour que la machine fonctionne bien, mais je crois que Raoul revenait sur les propos de Michael. Écoutez, j'en sais rien. C'est lui qui dit que des politiciens disent. Je réponds à ce monsieur. C'est vrai, Raoul. Maintenant, vous parlez pour les autres si vous voulez. Raoul, non, je parle pour Raoul qui, je crois, veut réagir aussi à ce terme de chaos. Bonjour Raoul. Oui, bonjour à tous. Bonjour Monsieur Mélenchon. Bonjour. J'admire votre grande culture. Vous êtes un grand tribun. Mais je trouve que vos incitations à la révolte dite populaire vous placent, pour moi, dans le camp anti-républicain. Et je ne sais pas, vous qui êtes un spécialiste de la Révolution, parfois je me dis qu'en dans les années 1790, vous auriez peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, suivi Danton et Robespierre dans la charrette. Bon, je suis un peu brutal, mais c'est ce que je pense. Quant aux grèves, moi j'ai fait ma carrière dans le raffinage. Monsieur Mélenchon est d'ailleurs venu à Petite Couronne pour essayer de fermer une raffinerie qui s'appelait Petroplus. Non, contre, la fermeture de Petroplus. Je ne dis pas mieux la fermer. C'est une ULECAP qui le ferme. La plupart des raffineries françaises et européennes. Oui. Maintenant, quant aux grèves, moi je les ai vécues de l'intérieur. Vous avez une minorité d'activistes, en particulier de la CGT, qui empêche 95% des gens de travailler. Parce que si vous faisiez une enquête auprès des gens dans les raffineries, les gens ne sont pas grévistes. Ce sont uniquement les gens de production, l'équipe de car, qui bloque la raffinerie. C'est aussi simple que ça, et ça a toujours été comme ça. Alors, Jean-Luc Mélenchon, face à Raoul qui connaît bien de l'intérieur, pour avoir travaillé dans les raffineries, ce système aussi. Oui, mais moi aussi je connais bien de l'intérieur les gens qui disent que c'est pas démocratique quand on fait pas comme ça marche.
je ne crois pas que 95% des salariés de quelque entreprise que ce soit se laissent faire par une poignée, parce que comme ils sont 95% et qu'il y a des assemblées de travailleurs, c'est très facile d'y mettre un terme. Donc non. Bon, monsieur a son opinion, on l'a compris, hein, il n'est pas de mon bord. De là à me mettre dans la charrette avec Robespierre et Danton, heureusement, la peine de mort a été abolie en France. Mais, puisque vous m'interrogez sur la Révolution, et que moi, en effet, je m'identifie à la Révolution donc, qui a créé la République, aboli les privilèges. Oui, c'est une page de notre histoire. Alors, il y a dedans des choses plus ou moins lumineuses, et comme disait Clémenceau, on la prend, c'est un tout, on ne peut pas trier dedans. Mais puisque vous parlez des institutions et de l'appel à l'insurrection populaire, sachez que dans la Constitution de 1793, il est indiqué en toutes lettres que non seulement c'est un droit, mais un devoir de s'insurger lorsque la tyrannie s'impose et que le gouvernement ne fait pas la politique que le peuple demande. Alors, par conséquent, je suis dans cette tradition, mais j'admets que c'est une tradition. Il y en a d'autres dans le pays. Il y a les conservateurs à qui pensent que tout est bien comme c'est, faut rien toucher, faut rien changer. L'ouvrier, il a toujours été pauvre, il n'y a qu'à continuer comme ça, et ainsi de suite. Bon, c'est pas ma vision. Je crois que la mobilisation, l'implication citoyenne, c'est ça qui fait vivre une société. Vous savez, dès le XVIe siècle, je trouve des textes où on dit « la cité ne s'affaiblit pas par la polémique, elle se renforce ». Pourquoi ? Parce que le peuple ayant tranché, ayant décidé, il est plus fort dans ce qu'il fait. Si on ne se serre pas les coudes, comment voulez-vous que notre société résiste ? Vous croyez que notre société peut résister avec des gens aussi pauvres d'un côté qui sont un grand nombre qui travaillent, et de l'autre côté quelques riches qui prennent tout et ne partagent rien ? Jean-Luc Mélenchon, Raoul ne sera pas dans les rangs de la grande marche contre la vie chère dimanche à Paris. Vous n'en savez rien, peut-être qu'il va changer d'avis d'ici dimanche. En revanche, Alain, qui est dans le Gard à l'écoute de France Bleu Gard-Lozère, nous rejoint dans quelques instants et il y sera dimanche à vos côtés. La convergence des luttes, parlons-en, ce n'est pas une évidence. Écoutez le leader de la CGT, Philippe Martinez, qui était ce matin sur France Info et qui réagissait aussi, en dehors de la journée de mobilisation de mardi à l'appel des syndicats, à votre marche de dimanche, Jean-Luc Mélenchon. Vous avez remarqué que les slogans ne sont pas tout à fait les mêmes. Nous, c'est pas contre la vie chère, c'est pour l'augmentation des salaires. Cette nuance est importante. Augmenter les salaires, c'est pas la même chose que la lutte contre la vie chère. Le gouvernement, avec son texte pour le pouvoir d'achat, prétendait lutter contre la vie chère aussi. Deuxièmement, nous pensons qu'on est dans un processus syndical et que sur ces questions-là, les syndicats doivent être soutenus, mais on ne doit pas faire des choses en parallèle. Et puis, il y a des modalités qui ne nous conviennent pas. Donc, quelle modalité ? Par exemple, faire une manifestation nationale à Paris. Nous, on préfère la proximité. D'ailleurs, nos journées d'action, vous le savez, sont plutôt près des entreprises, dans les villes, grandes, moyennes. Il faut que les salariés puissent agir. Alors, Jean-Luc Mélenchon, plusieurs points, plusieurs réponses à Philippe Martinez. D'abord sur la vie chère, les salaires, c'est pas la même chose de son point de vue ? J'ai l'impression que ce sont des prétextes. Parce que d'abord, la CGT n'a jamais proposé dans les réunions qui ont eu lieu d'autres mots d'ordre que ceux qui étaient là. Ensuite, le blocage des prix, je pense que la CGT est pour lutter contre la vie chère. Clairement, Philippe Martinez a bien compris que ce n'est pas les mesures du gouvernement que nous appuyons. Nous proposons notamment le blocage des prix. C'est pour ça que je dis que c'est des prétextes, parce que de même, c'est une idée étrange de dire, comme on est en lutte, non, les autres, il ne faut pas qu'ils s'en mêlent pour dire juste 5 minutes après, mais on doit être soutenu. Attendez, on soutient, c'est ce qu'on fait. Nous, on soutient quand il y a une journée d'action nationale appelée par la CGT, et pas que la CGT d'ailleurs, parce que la division syndicale, c'est souvent un problème pour nous, les politiques, parce que nous, la politique de gauche, elle est unie. Les syndicats, ils sont divisés. Nous avons donc une situation où chaque fois qu'il y a une journée d'action qui est appelée par l'un et pas par l'autre, nos amis se divisent. Donc là, dimanche, tout le monde peut être là. Mais ce ne sera pas une répétition générale la journée de mardi. Ça va aider. Si on est nombreux, si on est fort, ça va donner du courage, ça va donner envie de continuer le combat, d'entourer ceux qui sont dans la lutte. C'est ça qui va se passer. Donc n'opposons pas les choses. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de séparation entre le politique et le syndicat ? Le syndicat CGT est fondé sur la charte d'Amiens. La charte d'Amiens dit qu'il faut unir les prolétaires sans se diviser entre les partis politiques pour faire la grève générale révolutionnaire.
pour faire la grève générale révolutionnaire et administrer l'économie de la société. Peut-être que vous ne le savez pas, mais je leur apprends s'il le faut. Je pense que c'est une vision qui est un peu dépassée. Nous avons besoin, à mon avis, je dis, parce que j'ai beaucoup d'amis qui croient à cette vision du monde, mais moi je crois qu'on a intérêt à mobiliser, encore une fois je le dis, le peuple. Les chômeurs ne peuvent pas participer à l'action, les retraités ne peuvent pas, les lycéens, les étudiants non plus. Donc nous les appelons à se rassembler et dans une ligne d'action qui est exactement dans le même sens que celle qu'entreprend la CGT. Je finis en disant une chose, c'est que des dirigeants syndicaux qui appellent à la marche, il y en a plus d'un millier aujourd'hui qui ont signé une pétition, parmi lesquels... À titre personnel. Oui, mais... Très bien, merci de la précision. Mais puisque vous êtes dans les précisions, sans doute avez-vous noté le nombre de fédérations syndicales nationales, CGT, qui appellent à la marche du 16. Non, vous n'avez pas noté. Je n'ai pas noté, je notais ouais, 700. Voilà. Eh bien, je vous le dis. 700 non, 700, c'est quand on a publié. La pétition a continué, nous sommes plus d'un millier. Des syndicats, unions départementales, là on parle de la CGT, mais pas que la CGT, et des syndicats de branche appellent. Je ne voudrais pas qu'on croie, après que j'ai parlé, que les militants CGT seraient des sectaires qui ne participent à rien. Parce que ce n'est pas vrai. Ils sont extrêmement présents et leur présence est un bienfait parce que dans l'entreprise, c'est eux qui sont en train de mobiliser leur famille pour qu'ils participent à la marche du 16 et je les en remercie. La marche de dimanche à laquelle vous allez participer, Alain, vous qui êtes auditeur de France Bleu, vous êtes à Alès dans le Gard et donc vous allez monter à Paris. Bonjour Alain. Oui, bonjour. Oui, je vais monter à Paris et j'étais aussi dans les manifestations. Je suis syndicaliste aussi. Et j'étais dans les manifestations le 29 septembre. Je serai donc à la marche de Paris le 16 octobre et je serai dans les manifestations le 18 octobre. Parce que pour moi, il n'y a pas d'opposition. Tous ces événements se complètent et ne s'opposent pas. C'est-à-dire, moi, en tant que syndicaliste, quand je retrouve dans mes revendications des choses qui sont portées à un appel à quelque chose, moi, quand on dit qu'on veut la retraite à 60 ans, quand on dit qu'on veut l'augmentation du SMIC, le blocage des prix, moi, en tant que syndicaliste, ça me parle et je me retrouve dans ces revendications-là. Après, je voudrais répondre un peu à la personne tout à l'heure qui a attaqué la CGT, qui parle qu'il y a 95% de gens qui veulent travailler et que 5% des gens les empêchent. Apparemment, ces 5%, ils sont très efficaces dans leur travail parce que c'est eux qui arrivent à bloquer l'entreprise. Mais c'est complètement aberrant, quoi. La CGT n'a jamais empêché personne de travailler. La CGT, si elle n'avait pas été là, on n'aurait jamais eu de congé payé, on n'aurait jamais eu de médecine du travail, on n'aurait jamais eu le SMIC, etc. Ouais. Donc les syndicats, ils servent à quelque chose. Et quand on parle de chaos, je voudrais juste dire un petit mot à la fin. Jean-Luc Mélenchon, c'est pas le chaos. Par contre, c'est les salariés du pays qui, en ce moment, eux, sont le chaos. Merci Alain, vous qui a donc allé participer dimanche à la marche contre la vie chère et mardi, vous qui serez dans le cortège pour cette journée d'appel généralisé aux revendications. Ce sera un nouveau test pour vous, quand même, pour compter les troupes et les Français qui s'engagent aussi à lutter jour après jour pour l'amélioration de leur vie, contre la cherté de la vie. Clairement, mais si vous voulez, dans cette affaire, c'est une vision de la démocratie. La démocratie, c'est pas juste aller voter une fois tous les 5 ans, vous le savez bien, puisque d'ailleurs, des fois, on peut même pas débattre vu que le président ne veut pas. La démocratie, c'est en tout. Et il y a besoin que le pays s'exprime. C'est de la citoyenneté, d'aller dans la rue. Écoutez, on est des gens pacifiques. On vient, on participe, on met une pancarte, on écrit un mot d'ordre dedans, on fait tous des sacrifices, on se regroupe, mais on donne à voir, et à partir de là, on crée un rapport de force. On peut penser que le gouvernement n'aura pas le choix et sera obligé de tenir compte de ça. Pourquoi ? Parce qu'il n'a plus la situation rêvée qu'il avait auparavant, où il décidait ce qu'il voulait, et puis ça votait à tour de bras. Maintenant, c'est tous les jours qu'à l'Assemblée nationale, après qu'on ait dit sur tous les tons « Ah, vous allez voir, la NUPES va se diviser, etc. » Qu'est-ce qui se divise ? C'est la droite. Résultat, entre eux, ils se disputent à l'Assemblée nationale et on obtient des votes qui nous sont favorables. Mais il faudrait quand même qu'on s'habitue à l'idée que c'est la démocratie. Enfin, en France, on a l'impression que si tout le monde ne marche pas au pas, ça va pas. Eh ben non, il y a des moments comme cela où la mobilisation est une nécessité. Si vous faites les moutons, vous serez tondus. Et vous aurez de la chance s'ils s'arrêtent à la peau. Jean-Luc Mélenchon, porterez-vous du noir dimanche pour cette grande marche ? C'est possible parce que c'est souvent ma couleur, mais je suppose qu'il s'agit de la mémoire de Samuel Paty. Absolument. Et nous l'honorerons le matin même, si j'ai bien compris les consignes qui nous ont été données à l'intérieur de la France Insoumise sur le sujet. Donc il n'est pas question d'oubli, vous allez même honorer la mémoire de ce professeur décapité il y a 2 ans, un 16 octobre, par un islamiste. Absolument, et je ne peux que redire à quel point
une telle barbarie est non seulement choquante, mais doit être pourchassée et prévenue pour qu'elle n'ait plus jamais lieu. Cette situation, nous le savons, c'est que quand la loi religieuse cherche à s'imposer dans la société, ça termine toujours mal. Oui. Ça ne peut pas terminer autrement. Que chaque croyant, devant sa conscience, ait l'idée qu'il se fait de Dieu, pratique sa morale, oui, ça c'est une chose qui regarde la liberté de conscience individuelle. Mais essayer de l'imposer aux autres, et surtout par le meurtre, alors là, en effet, on est dans toute autre chose qui est radicalement intolérable dans une république laïque et démocratique comme la nôtre. Non, c'est pas le plus fort qui a le plus gros couteau qui a le dernier mot. Jean-Luc Mélenchon, merci. Vous qui serez donc grand orchestrateur de cette marche contre la vie chère. Non, moi je fais rien là-dedans. 16 octobre. Non, mais attendez, je vais mettre les choses au point. Moi, on m'a demandé de le dire quand on a commencé. Je joue un certain rôle de porte-parole, mais je ne suis pas l'organisateur de tout ça. Ce sont les partis de la NUPES, plus je ne sais combien, il y a 25 ou 30 associations, je ne sais combien de syndicats. Non, il faudrait surtout pas ça réduire à ce pauvre Mélenchon. Merci Jean-Luc Mélenchon, il est 13h32.